Ah, là, on est en plein mystère. Mais qu'est-ce que c'est que ces petits objets qui font de 20 millimètres et qui ont l'air de se balader comme ça dans l'espace? Ne serait-ce pas des petites têtes? Oh oui, avec les orbites, ça ressemble à des petites têtes. Et une oreille maintenant, qui se balade aussi. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces lunettes de RVG d'ailleurs? Ah, il est bien transparent. Oh, mais il a un collier en tête? Un anthropophage peut-être? Un réducteur de tête? Sexy? Non. Avec une ceinture en crocodile? Des poches qui ressortent? Des os en transparence? Mais qu'est-ce que c'est? Non. Une fermeture éclair. Des chaussures. Oh, des chaussures élimées. Ah oui, il vaut mieux aller regarder à l'intérieur ce qui se passe. Un voyage intérieur maintenant. Et encore mieux, un voyage à travers les os eux-mêmes, pour repartir dans le corps, mais voir exactement l'opposé de ce qu'on vient de voir après un petit tournant. Nous allons maintenant passer, nous allons revoir les t-shirts, les inscriptions, les organes de l'intérieur du corps. Ça, c'est le voyage intérieur. Jusqu'au niveau de la tête, avant de ressortir par les orbites et de retrouver ces lunettes qui nous permettent de tout voir pour vous présenter moi-même. Alors, il y a quelques années, sont apparus dans la main de l'homme des nouveaux pinceaux. Alors, je vous explique. Parce que jusqu'ici, on faisait des images avec la lumière. Mais tout d'un coup, on a eu les ultrasons, les ondes électromagnétiques, les rayons X. Et en même temps, les ordinateurs qui nous ont permis de faire des images avec des ondes avec lesquelles avant, on ne pouvait même pas rêver de faire des images. Et donc, j'ai compris que tout d'un coup, l'art du XXIe siècle n'allait plus avoir aucun rapport, évidemment, avec celui du XVIIe. Alors, en fait, ma chance, c'est d'être arrivé à l'intersection de chemins qui n'avaient pas de raison forcément de se croiser. C'est-à-dire d'être à la fois radiologue, à temps plein, je dirais, et d'être artiste à plein temps. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis dit, mais on va utiliser les rayons X aussi. Mais les rayons X tels qu'on les avait du temps de grand-papa n'étaient pas utilisables. On utilise les rayons X aujourd'hui depuis qu'un lord anglais génial, qui s'appelait Lord Hounsfield, nous a donné le scanner. Et le scanner, qui faisait au départ des coupes en tranches, puisque c'était son utilité médicale première, tout d'un coup, grâce à la puissance des ordinateurs, nous a donné des véritables clones virtuels. Clones virtuels d'objets ou clones virtuels de patients. Et ces images, maintenant, chacune de ces images, vous auriez donné un seul de ces clones virtuels à Léonard de Vinci, sa vie n'aurait pas suffi à travailler ces clones, puisque chaque image, on a 12 milliards de possibilités de les avoir en transparence, en couleur ou en voyage intérieur. Et donc, ça m'a donné l'idée de créer ce que j'appelle le Virtual Life Art, qui est un mélange d'anatomie, d'informatique et d'art. Alors, évidemment, ce n'est pas facile d'être à l'intersection de ces chemins parallèles parce que, évidemment, les artistes et les scientifiques ne comprennent pas forcément.
Mais il faut bien voir que l'art ou le cinéma ont toujours progressé grâce justement au progrès technique. Je vais vous donner un exemple, parce que j'ai essayé d'analyser dans moi-même comment tout d'un coup l'image de scientifique devient dans ma tête complètement artistique. Et par exemple, quand je mets ma casquette de radiologue, il faut que je me limite à 5 ou 6 000 possibilités selon les organes ou selon les pathologies pour qu'on ait une compréhension avec tous les autres médecins. Tandis que quand je mets ma casquette d'artiste, là j'ai 12 milliards de possibilités par image. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune limite. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est même le trop-plein, et c'est ça qui est fantastique, parce que c'est dans ce trop-plein d'images que je vais pouvoir aller piocher pour créer des images nouvelles. Et paradoxalement, c'est dans ces 12 milliards d'images que quelquefois je me dis « Ah, mais celle-là, elle peut aussi avoir une grande valeur d'un point de vue scientifique. » Donc il y a en permanence une interaction entre les deux visions. Alors, l'aventure Bouddha au musée Guimet a été extraordinaire parce que la nuit, on prenait les Bouddhas du musée Guimet, on les amenait en secret au scanner et on les ramenait immédiatement. Un scanner, ça commence toujours de façon très prosaïque, je dirais, par des tranches. Et il fallait voir nos yeux écarquillés quand on a vu pour la première fois quelque chose qui ressemblait à des bijoux à l'intérieur de ce premier Bouddha qu'on passait au scanner. Et puis tout de suite après, évidemment, on l'a reconstruit en volume et en scanner sans jamais l'ouvrir, parce que c'est une découverte pas agressive du tout. C'est le chemin le moins agressif pour voir les choses. Et les voleurs qui, au contraire, de façon agressive, avaient pillé ces Bouddhas, n'avaient pas pu voir, eux, la cavité secrète qui amenait jusqu'à la tête, comme dans les pyramides. Alors, en fait, parmi les grands apports de ces techniques, je vous parlais de l'autostéréoscopie. En fait, l'autostéréoscopie, c'est la télévision du futur et même le cinéma du futur, c'est-à-dire que, en fait, au lieu d'avoir une image, vous avez 60 ou 150 images à la fois, et c'est tout simplement notre cerveau qui reforme l'image dans l'espace. Eh bien, on voit chaque ligne est formée de 60 facettes. Donc, un de nos yeux voit une facette, l'autre œil une autre, et notre cerveau reforme dans l'espace cet hologramme, mais cet hologramme en couleur. En réalité, on pourrait rigoler de mon parallèle avec la Joconde, puisque justement le principe de la Joconde, c'est ce regard qui nous suit en permanence et cette bouche fantastique. Mais en réalité, justement, en supprimant ici la bouche et le visage, je recrée le mouvement par la possibilité qu'on a aujourd'hui, grâce à l'hologramme, d'avoir un véritable mouvement. Et alors, historiquement, ça a commencé comme ça parce que j'avais inventé les bébés en 3D. Et j'ai un de mes amis qui passe ici, qui voit ces images, qui était la première fois qu'on voyait la vie in utero en 3D, qui me dit « mais tu devrais exposer ces images ». Et moi, en rigolant, je lui dis « mais c'est Pompidou ou rien ». Et il appelle Ayagon, qui présidait à l'époque le musée Pompidou, et qui tout de suite décide
de mettre pour la première fois l'intérieur du corps dans un musée. Alors, le scanner, c'est vraiment l'instrument qui a fait passer la médecine d'abord, qui a fait changer de siècle la médecine, et qui aussi fait changer de siècle l'art. Car avec cette possibilité de multiplier notre vision, on arrive, grâce à la 4e dimension, à une espèce de réalité enrichie. C'est-à-dire qu'on va au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer jusque-là. Et puis je ferai mienne la devise d'Oscar Wilde, qui est le vrai mystère du monde est le visible et non l'invisible.